direct. Alors, un direct cette semaine entre New York et Paris avec Emmanuel Friedman. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alors, Sandrine. c'est une émission un peu particulière aujourd'hui parce que il se trouve que depuis la rentrée, j'essaie d'avoir 2, 3 invités sur le plateau. Et puis quand j'ai programmé Emmanuel, je me suis dit, OK, on fait quoi? Qui sais-je bien en face d'Emmanuel? Le sujet est important, le sujet est grave. Et je me suis dit que finalement, j'étais la meilleure pour te faire face aujourd'hui. On va expliquer un peu le secret quand même. On va expliquer pourquoi. En vérité, Emmanuel est ma cousine. Et donc, l'histoire du livre qu'elle va nous présenter aujourd'hui, même si on va parler de son parcours, qui est Jacques, l'enfant caché. Et ben, Jacques, l'enfant caché, Jacques, c'était le cousin de mon grand-père. Donc, effectivement, il y a une histoire commune. Et moi, dans mon atelier au fond de la cour, mon second livre, et ben, mon personnage principal, c'est Max. Donc, voilà, on est reliés par cette histoire. Et on va donc discuter aujourd'hui toutes les deux. On va interférer entre son parcours, mon parcours. Donc, un format un peu inhabituel parce que comme je ne vais pas m'interviewer, ça va être plus de la discussion et de l'échange avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Salut Sandrine. Alors donc, je disais, toi Jacques, c'est ton père, et donc on va parler de ce père. Moi, Max, c'est mon grand-père. Toi, tu es dans le récit, vraiment, tu es dans le témoignage. Moi, je suis plus dans la fiction, avec une partie effectivement réelle, puisque il y a quelque chose de l'histoire de Max, de l'atelier du fond de la cour, qui est vrai, mais totalement et romanesque. Moi, j'aimerais d'abord qu'on revienne un peu sur ton parcours, Emmanuel, un parcours extrêmement intéressant. Tu as fait des études d'histoire économique et sociale contemporaine, et tu voulais devenir prof. En vérité, tu étais faite pour être prof, et puis tout d'un coup, tu dérives. Donc, un premier emploi dans la maison d'édition chez Fayard, comme éditrice, et puis après, plusieurs années comme journaliste dans des magazines importants, Paris Obs, Côté Femmes, Livre Plus, Questions de femmes, et puis quelques chroniques littéraires en radio aussi. Et puis, comme un passage par l'enseignement, que tu fais toujours d'ailleurs, puisque tu étais, en tout cas à l'époque, chargée de t'aider à l'université sur les thématiques journalistiques. Donc voilà, ma première question, c'est celle qu'on se pose tous, comment on passe d'un parcours économique et social à une maison d'édition, comment on se retrouve là-dedans? Pour être honnête, moi j'étais passionnée d'histoire. Ça, c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui voulais faire des études d'histoire, mais moi je voulais pas du tout être prof. C'est vraiment plutôt mon père, tu vois, et un peu ma mère, mais surtout mon père, tu sais, enfin voilà, qui pensait que c'était rassurant d'avoir une vraie carrière, voilà. Et puis en fait, quand j'étais à la fac, donc vers la dernière année d'histoire, je me suis dit, mais en fait, si jamais je réussis donc les concours, ça veut dire que je serai jamais sortie de l'école, jamais, jamais. J'aurais enchaîné donc la maternelle, l'école élémentaire, le lycée, le collège, le lycée et la fac, et je vais retourner. Et donc ça me paraissait impossible. Et donc du coup, en fait, j'ai postulé aux éditions du Seuil pour faire un stage parce que j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Enfin, c'était une maison que j'adorais. Et puis, ça m'a tellement plu que je ne suis jamais retournée parce que le deal, c'était OK, un petit stage et après, tu retournes à la fac. Et en fait, on connaît l'histoire. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la radio aussi. Hein. Et ça m'a tellement plu que je ne suis jamais retournée à la fac. Et voilà, et donc j'ai commencé en stage au Seuil, puis après chez Fayard où j'ai été embauchée. Et je ne suis jamais retournée à la fac, quoi. Du coup, j'ai jamais passé les concours. Et voilà. Et donc, j'étais dans cette espèce disons, de milieu où tu écris pas parce que tu travailles plutôt sur les écrits des auteurs, mais tu côtoies journalistes, auteurs, enfin voilà, donc j'étais dans ce milieu-là, quoi. Même si ça me paraissait pratiquement à cette époque-là plus facile de travailler sur les textes des autres que d'écrire moi-même. Oui, on va y revenir parce que j'imagine que quand on travaille sur les textes des autres, il y a un moment où tu as envie toi aussi de prendre la plume. Donc, ton premier roman, c'est en 2010. Et aujourd'hui, globalement, tu te partages entre l'écriture des romans, enfin, pas des romans, des livres d'ailleurs, hein, c'est beaucoup plus vaste que le roman, puisque tu es aussi sur des romans historiques, des documents, des articles. Et puis, tu continues d'enseigner, puis tu as monté les ateliers d'écriture, ça, on en parlera en fin d'émission. Peut-être juste quelques mots sur tes livres, parce qu'il y en a. Hein. Donc, chez Kalman Levy, il y a eu La faute des autres, L'orphelinat, La dynastie des chevaliers, Le rêveur des Halles, là j'ai La dynastie des chevaliers, voilà, là je vous montre. Presse de la cité, celui dont on va parler aujourd'hui, donc Jacques l'enfant caché. Chez Pygmalion, beaucoup de travail à 4 mains sur le cyberharcèlement, Vu ma vie avec un utérus, mais aussi Venez dîner chez moi, et tout ce que les parents n'osent pas dire à leurs enfants, et aussi Trouver un logement. Il y a plein d'autres publications. Et puis un roman écrit sous un pseudo, que j'ai là aussi, Le choix des filles.
Donc, tu vis aujourd'hui de ta plume. C'est un rêve pour tous les auteurs, comme tu peux imaginer. J'en côtoie quand même à longueur d'année. Et c'est vrai que c'est un rêve qui est extrêmement difficile à atteindre. Alors, toi qui as été éditrice, comment on rentre dans une maison d'édition qui te permet de vivre un jour, qui te donne l'espoir de vivre un jour de tes écrits? Bah, écoute, bon, après, je pense, l'idée, c'est vraiment de voir un peu la maison d'édition qui représente ce que tu as envie d'écrire et de te rapprocher de cette maison d'édition-là, et après de rencontrer des éditeurs qui te font confiance et avec lesquels tu aimes travailler et qui sont capables aussi peut-être de t'apporter des choses, de travailler sur le texte, de t'aider à aller plus loin quand tu n'y arrives pas, quand tu es bloqué. Voilà, donc c'est assez divers. Moi, j'ai travaillé beaucoup chez Calman Levy, où j'adore cette maison. Voilà, après, j'ai eu besoin d'aller voir un peu ailleurs à un moment, mais j'ai adoré vraiment. Et puis, beaucoup aussi les gens dans cette maison-là, quoi. Bon, une éditrice, mais il y avait aussi les gens au commercial, à la presse. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette maison et je l'aime toujours beaucoup. Et puis, voilà, quoi. Donc, il y a eu ça. Chez Pygmalion, j'ai travaillé. Donc, l'éditrice était d'abord chez J'ai lu, donc j'ai fait le premier livre avec elle. C'était effectivement déménager, trouver un logement.com qui se fondait sur mon expérience de chercher un appartement. Et c'était tellement délirant, je pense que c'est encore pire maintenant, hein, mais c'était tellement Oui, délirant que je me suis dit, bon, bah, tu sais, ce serait marrant faire un livre. d'en faire un livre. Et puis voilà, Mais, on s'est bien mais, entendu. Et mais voilà. qu'est-ce que tu dis aux écrivains qui espèrent un jour pouvoir finir sur un bon bureau finalement? Est-ce que le miracle, alors je sais qu'il y a, je crois, enfin, un manuscrit sur 3000 qui est édité. Est-ce que ça existe toujours, le premier roman qui peut voir le jour dans une maison d'édition, ou est-ce qu'on est vraiment sur le fantasme? Moi, je pense que, enfin, il faut quand même rassurer les gens sur l'idée que on est lu, quoi. On est lu. Bon, après, il y a des maisons d'édition qui ont des comités de lecture, donc voilà, il y a des lecteurs qui lisent les manuscrits. Après, je pense que le roman qu'on trouve jamais, qui est jamais lu alors qu'il est vraiment génial, c'est un peu un mythe aussi. Je pense Ah qu'à oui, un roman vraiment bien, il trouve un éditeur à un moment ou à un autre. Peut-être que ce qui est plus difficile, hein, peut-être que ouais, ce qui pourrait arrêter les gens, c'est la lassitude de renvoyer le roman. Ou voilà. Mais après, des fois, quand on a un refus et qu'il est clairement motivé, c'est-à-dire, ça peut vraiment aider à retravailler, quoi. tout à fait. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, et de moins en moins. Mais bon, c'est un Sûr, autre sujet. quand on a une lettre type, ça aide pas beaucoup, quoi, voilà. Alors, outre tes romans, donc on en parlait, des collaborations extrêmement diverses. Elles viennent d'où ces collaborations? C'est des rencontres, c'est des envies de faire un peu, de toucher un peu à tout. C'est venu comment, cette envie? Bah, souvent, je pense un peu comme tous les auteurs, je suis inspirée de choses qui sont un peu autour de moi ou qui m'interpellent, quoi. Donc, par exemple, quand je propose un bouquin chez Pygmalion, c'est vraiment parce que d'actualité, c'est vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai traversé ou que j'ai vécu ou qui me semble être un phénomène de société. Ça reste l'idée journalistique des choses, c'est-à-dire, Oui, par exemple, quand j'ai travaillé sur la misogynie en politique, ça me paraissait. Moi, j'étais atterrée enfin, je pensais qu'il y avait de la misogynie dans la société, enfin, ça, je ne suis pas naïve, mais de se rendre compte qu'il y en avait autant en politique avec des gens qui étaient censés nous gouverner et qui étaient quand même des gens cultivés, tout ça, je suis tombée des nues, donc je me suis dit, c'est intéressant de le faire, voilà, c'est intéressant de parler de ça. La maltraitance gynécologique, voilà, enfin, ouais, ouais, pour ça avoir c'était. eu pas mal d'expérience moi-même, je me suis dit, c'est intéressant d'en parler, quoi. Oui, en plus, c'est un petit peu tabou, donc c'est intéressant de soulever ce genre de sujet. Alors après, tu prêtes aussi ta plume. J'ai vu chez toi des choses que tu as fait avec d'autres auteurs, où tu prêtais un peu ta plume pour travailler sur des livres. Ça aussi, c'est quelque chose qui t'intéresse, ou que tu fais, allez, on va être un peu cash de façon alimentaire? En fait, moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Le truc, c'est que souvent, c'est entre deux romans ou au milieu d'un roman. Donc, en Ah fait, c'est oui. très reposant de raconter la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai plus qu'à écrire et à mettre en forme, mais j'ai pas trouvé les idées. Donc, je trouve ça assez reposant. Et souvent, ce sont de très belles rencontres. Vraiment, moi, j'ai eu beaucoup de chance, hein. J'ai vraiment fait de très belles rencontres. Alors, soit c'est l'éditrice qui pense que, enfin, qui a pensé à quelqu'un et qui me dit, bah, est-ce que ça t'intéresse de le faire? Donc, bon, bah, souvent, On y va? je dis oui, hein. Et sinon, de temps en temps, c'est moi qui ai pensé à quelqu'un
Et je lui dis, bah, tiens, regarde, par exemple, je pense à David Fritz Gottenberg, qui était donc des otages du Bataclan. Et je me suis dit, D'accord. bah, voilà, lui, je l'avais vu témoigner dans un documentaire. Et je me suis dit, ce type est absolument génial, il faut absolument qu'on fasse un bouquin. Et puis, il se trouve qu'il avait déjà écrit lui-même. Donc, voilà, j'ai proposé son manuscrit, on a travaillé un peu dessus. Enfin, voilà, ça s'est fait comme Oui, ça. c'est des rencontres aussi. Voilà, c'est des rencontres. Et, et alors, j'ai quand même une question qui me taraude, qui est le choix des filles. Pourquoi avoir, d'abord, qui est Léa Magnien et Mm. pourquoi avoir pris ce pseudo? Est-ce que c'était une période de ta vie où tu avais un type de roman précis et que ça sortait un peu de ce que tu faisais habituellement? C'était quoi Alors, l'idée? l'éditrice avec laquelle j'ai travaillé à ce moment-là trouvait que c'était vraiment très en décalage avec les romans historiques que je faisais chez Calman Levy, et donc ça allait mélanger les choses, et que donc du coup c'était mieux de prendre un pseudo. Et l'idée c'était vraiment de faire un roman contemporain et de raconter un peu les difficultés plutôt pour les filles, puisque c'est un peu ce que je vis, et puis pour mes copines et tout ça, voilà, des rencontres qui sont souvent sans lendemain, ou qui sont souvent désespérantes, quoi. Et moi, j'ai vu pas mal de séries, Desperate Housewives, Sex in the City à l'époque et tout ça. Et donc, l'idée, c'était vraiment, ce à quoi j'ai fait très attention, c'est qu'on s'identifie pas à une, mais à deux. Enfin, tu sais, un peu comme dans ces séries-là où tu en as toujours une qui te représente plus, Oui, mais une exactement. autre aussi, quoi. Et donc, voilà, l'idée, c'était vraiment de travailler sur des caractères voilà, qui étaient bien tranchés, mais sur lesquels voilà, on pouvait s'identifier sur une, sur deux. Et donc, il n'y en a aucune qui est vraiment moi. Mais par contre, il y a plein d'expériences à moi, enfin, ça, oui, mais Un peu aussi dans toutes. voilà, et de mes Mais, copines. mais, mais, mais je pense que c'est ce qu'on fait quand on écrit des personnages divers. Quand j'ai écrit mon premier roman avec ces 6 femmes, c'était très drôle parce que les gens me disaient non, je sais qui tu es, toi. Bah, finalement, c'était pas ça, j'étais un peu de toutes. Et donc, on se retrouve là-dedans. On aime bien, on fait passer quelques petits messages. Alors, avant d'aborder le livre de ce jour et puis la thématique qui est quand même importante, puisque quelque part, c'est la mémoire familiale et la Seconde Guerre mondiale, c'était ça la thématique de base, que j'ai oublié de rappeler. Quelques mots peut-être sur mon parcours. Alors, moi aussi, j'ai fait des études qui ne m'ont pas servi au final, parce que j'ai fait des études d'économie économie et sociale à Paris 1. Après, je suis rentrée comme toi pour m'amuser à la radio, puis j'y suis restée. Donc, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la presse écrite. Après, j'ai basculé dans le monde de la com, donc chez CLM BBDO, qui est l'agence qui était très connue à l'époque pour sa campagne de Myriam qui enlève le haut et qui enlève le bas. Et puis, depuis 25 ans, je travaille sur tout ce qui est communication et événements avec mon associé et cher époux. Je vis depuis 15 ans aux États-Unis, d'abord à New York, d'abord à Miami, puis aujourd'hui à New York. Voilà, je suis l'auteur de 2 livres, j'en ai encore 2 en attente. C'est pas que je suis paresseuse, c'est juste que je suis débordée, notamment avec Rencontre des auteurs francophones, mais je prépare un 3e roman qui se passera à New York et je prépare surtout aussi les 25 ans de notre expérience en communication expérientielle et en communication citoyenne. Donc voilà. Quelques mots d'abord sur le livre d'Emmanuel, dont on va parler aujourd'hui, de ce très beau livre, Jacques l'enfant caché. Donc, on est en 1943, et puis le petit Jacques, c'est ton papa. Il est séparé pour la première fois de sa mère, et il est confié à un pasteur, le pasteur Jousselin, dans l'Oise, dans un refuge qui accueillait à l'époque de nombreux enfants juifs pour les sauver. Hein. Donc, c'est un roman émouvant. C'est un roman, enfin, c'est pas un roman d'ailleurs, on le lit comme un roman, mais c'est un témoignage. C'est ton histoire familiale. Et puis au-delà, c'est l'histoire des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et de tous ces enfants, ceux qui ont été sauvés comme Jacques, et puis ceux qui ont fini dans les chambres à gaz. Et tu rappelles aussi en préambule que le père de Jacques a été fusillé très tôt, en 1943, par les 41, nazis. 41. Et donc, voilà. Et donc, ce grand-père que tu n'as pas connu, et donc ce père que Jacques n'a quasiment pas connu, quoi. Et puis, donc, tu parles de ta grand-mère, qui est donc ma grande-tante, et qui confie Jacques à ce pasteur, parce que c'était la seule façon de lui sauver la vie, ou en tout cas de ne pas faire vivre dans une cave au fin fond de Paris pour échapper aux nazis. Le livre que j'ai présenté moi, c'est donc mon second roman, L'atelier au fond de la cour. Et c'est l'histoire romancée de Max, donc c'est le frère de ta grand-mère, c'est le frère de Lima. Et j'ai gardé le décor, moi, j'ai gardé le Max que j'ai connu, le Max dont on m'a parlé, puisqu'il est parti quand j'étais assez petite. Et puis il y a une partie
de son histoire, comme son enfance, comme le travail dans les ateliers de couture, où ils étaient entassés les uns sur les autres pour gagner quelques sous pour survivre. Il y a aussi des choses qui sont vraies comme son évasion, puisque mon grand-père a été arrêté, s'est retrouvé dans les camps allemands, et puis qui s'est, je raconte pas tout parce que c'est dans le livre, mais qui s'est retrouvé il s'est sauvé, il s'est retrouvé dans un wagon d'officiellement, et c'est grâce au fait que voilà, notre famille avait été élevée d'abord en Allemagne, et donc avait une connaissance de la langue parfaite, et qu'ils étaient blonds aux yeux bleus, que voilà, que ça les a sauvés. Mais voilà, mon livre, c'est avant tout Clara, qui est une jeune créatrice et qui trouve dans une vieille malle une photo jaunie, c'est celle de Max, et des siens, puisque je parlais justement de cet atelier. Et puis, elle va partir à la rencontre de Max. C'est grâce à Max qu'elle décidera de sa carrière à 100 ans d'écart. Donc, voilà un peu pour le pitch, comme on dit. Alors, j'aimerais revenir quand même sur ta préface, parce que la préface de ton livre est exceptionnelle, puisqu'elle est signée Serge Klarsfeld. Qui mieux que Serge Klarsfeld pouvait signer une telle préface? Comment ça s'est passé, Emmanuel? Tu as envoyé ton manuscrit, c'est une idée de toi, de ton éditrice. C'est quoi l'histoire d'ailleurs? Écoute, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer 2 fois Serge Klarsfeld, l'interviewer 2 fois, une fois Béate et une fois Serge. Et du coup, je les avais rencontrés, je les connaissais un petit peu. Et quand j'ai commencé à écrire ce bouquin, d'un seul coup, l'idée m'est venue. Et bon, je ne sais pas trop. Voilà, je me disais bon. Et j'en ai parlé à mon éditrice qui était mais oui, mais vas-y, mais vas-y. Et tous les jours, elle me disait bon, tu lui as envoyé, tu lui as envoyé. Et voilà. Et puis bon, un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et je ne l'ai même pas appelé parce que je n'osais pas. Je lui ai envoyé un mail en fait et il m'a répondu oui, oui, bah ok, je suis d'accord. Envoyez-moi votre roman quand vous avez terminé et je le lirai et je ferai une préface. Voilà. Et il le fait quoi. Enfin voilà, après il a énormément de travail donc il a mis un peu de temps et mais il a écrit. Enfin voilà, il a écrit ce qui prouve qu'il l'avait lu avec tellement d'attention. Voilà, c'était vraiment. Non, mais oui, de toute façon, quand on lit la préface, on voit bien qu'il l'a lu, ce livre. Hein. Il l'a lu et puis ça a suscité l'émotion, enfin, qui correspond à son combat depuis autant d'années. Donc, Moi, tu vois, c'était aussi rendre hommage à mon père, à la famille. Enfin voilà, c'était hyper important. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'avant, parce que quand on écrit des histoires qui touchent à la famille, on lève parfois des voiles qui sont parfois jugés, parfois impudiques. Comment ça s'est passé, toi, quand tu as écrit ce livre? Est-ce que d'abord, tu en as parlé à ta maman au début? Comment elle a réagi? Comment on réagit le reste de la famille si tu leur en as parlé? Est-ce qu'on a essayé de t'arrêter? Et puis après, quand le livre est sorti, est-ce qu'on t'a reproché d'avoir étalé des choses ou au contraire, on t'a dit bravo, tu as rendu hommage à Jacques, à notre famille? En fait, j'arrivais pas à trouver le fil, c'est-à-dire pendant longtemps, je cherchais une façon de. Enfin, moi, je voulais beaucoup écrire sur cette famille sur notre famille Gerjonovitch, qui est quand même incroyable, et je trouvais pas le fil. Et puis un seul coup, je me suis dit, mais en fait, si le fil, c'est ça, c'est même si j'écris qu'une petite période, donc la vie de mon père, c'est aussi l'occasion d'évoquer tout le reste de la famille. Après, moi, ce qui était un petit peu compliqué, bon, j'en ai parlé évidemment à ma mère, mais ma mère, elle était d'accord. J'en ai parlé aussi à Gisèle, notre autre cousine, la maman de Judith et Déborah, nos autres cousines. Et elle est un peu la mémoire de la famille, donc je lui ai posé pas mal de questions. Parce que donc mon père est plus là, voilà, donc c'était compliqué. Et elle se souvenait de pas mal de choses, donc elle m'a répondu. Donc j'avais encore du matériel, voilà, pour raconter, parce que c'est un récit romancé quand même. Il y a des moments. Bien sûr. Et puis après, je me suis débrouillée avec ça en fait. Hein. Voilà. La seule chose qui était peut-être un petit peu compliquée, c'était que du coup, j'évoquais mon grand-père, et mon grand-père, c'est une personnalité assez complexe. C'est-à-dire, c'est un héros de la résistance, mais en même temps, si tu veux, familialement, ça a quand même été quelqu'un qui s'est très mal comporté, et avec ses enfants, et avec sa femme, enfin, sa première femme et sa deuxième femme, ma grand-mère, sa deuxième femme. Et c'était ça, je me disais, bon, comment on va. Enfin, c'était pas évident que. Comme c'est aussi le grand-père de mes cousins, et cousines, et je me posais la question. Et puis après, je me suis dit, enfin, c'est mon grand-père aussi, donc j'ai le droit aussi de dire comment moi je le vois. Donc, disons que voilà, c'est quand même notre grand-père, il a quand même eu. Son attitude a quand même eu des conséquences sur toute notre famille, et je pense qu'on est tous un peu marqués, cousins, cousines, de son attitude, quoi. Même si c'est un héros de la résistance, c'est quand même compliqué. Donc ça, c'était difficile, quoi, de concilier l'image du héros, un communiste résistant de la première heure, qui a été fusillé en 41, qui a eu énormément de courage, et en même temps un homme un peu volage, qui s'occupait pas de sa famille, qui pouvait se montrer violent.
Voilà. Écoute, après, j'ai été ravie parce qu'en fait, j'ai eu du retour de mes cousins, de la famille qui étaient plutôt extrêmement positifs et qui étaient tous très touchés, en fait, Tu as de... écrit cette histoire. Ouais. Et du Ouais. m'ont dit qu'elles avaient ressenti la même chose, en fait. Mes cousins et mes cousines du côté de mon grand-père m'ont dit qu'ils avaient ressenti la même chose par rapport à ce grand-père. Donc, voilà. Ça, c'est intéressant parce que moi, je ne connaissais pas l'histoire de ce grand-père que j'ai découvert un peu avec toi. Mais moi, j'étais plus confrontée, tu vois, au regard des autres et est-ce que j'ai le droit d'écrire et pas écrire. Alors, moi, je suis dans la romance. Donc, je n'étais pas, comme toi, dans un témoignage vivant. La grand-mère que je décris dans mon livre, même si elle porte le même prénom, est une grand-mère romancée. Ce n'était pas du tout ma formidable grand-mère Golda. Mais si tu veux, moi, je n'ai pas fait lire ce livre avant de l'avoir édité. Parce qu'il y a toujours eu dans la famille, je ne sais pas, on en parlera après, parce que ça fait partie aussi de la façon dont on écrit son histoire et l'histoire des autres. Mais il y a toujours eu cette pudeur dans la famille, de choses dont on ne parle pas. Et moi, plusieurs fois, j'ai eu le droit à tu t'étales sur les réseaux sociaux, c'est ta vie, vivons heureux, vivons cachés, c'est à peu près ça, tu vois. Et si tu veux, moi, je n'ai pas osé faire lire mon livre, alors que le premier, je l'avais fait lire à ma mère, je n'ai pas osé lui faire lire. Et je me suis retrouvée à Paris à 15 jours de la sortie en lui disant, maman, j'ai écrit un livre, je parle de Pépé, mais je lui rends hommage, c'est pas un livre, je lui rends hommage. Donc, tu vois, moi, en tout cas, j'ai eu peur de ça. Et aujourd'hui, je pense que tant que maman est vivante, et Dieu lui prête longue vie, je ne serais pas capable aujourd'hui de parler de choses, tu vois, qui font rentrer l'intimité des autres qui n'est pas qu'à moi, tu vois. Alors, j'ai la réaction comme toi de dire, mais c'est mon grand-père, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Mais bon, après, je ne suis pas sûre, tu vois, de l'assumer encore. D'ailleurs, toi, ce qui est assez intéressant, c'est que ce livre-là, tu l'avais depuis très longtemps en tête, tu as mis beaucoup de temps pour le sortir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'un des livres les plus importants pour toi, mais tu savais, mais tu savais pas quoi en faire de ce livre. Donc, il était là, dans ta tête, dans un tiroir, mais comment tu le matérialises? Je te comprends, hein. Moi aussi, c'est vraiment une question que je me suis dit sur la légitimité de savoir de quoi on parle. Alors après, moi, j'avais essayé, hein, j'avais fait d'autres essais de raconter l'histoire de la famille en faisant aussi le présent, c'est-à-dire ma vie et les conséquences. Alors l'histoire et puis les conséquences sur ma vie, tu vois. Puis en fait, je tenais pas sur la route, voilà. Après, j'avais fait aussi d'autres essais avec des pseudos et puis en fait, ça marchait pas non plus parce que Non, finalement, tout le monde se reconnaissait. Enfin, donc voilà, je comprends. Hein, pour moi, c'est super complexe. Après, l'idée principale de ce livre, c'était vraiment l'histoire de mon père. Et ça, mon père, il m'appartenait, quoi. Enfin, voilà, c'était mon père. Donc, je suis enfant unique. Enfin, tu vois, il n'y avait pas, voilà, il y avait pas de. Pour moi, du coup, ça a un peu levé tous ces tabous-là. Mais bien sûr, enfin, je pense là, tu vois, je me suis posé la question de savoir si je continuais. Par exemple, est-ce que je raconte de façon très récente, mon père a perdu, enfin mon père qui est mort en 2008, là il y a un de ses amis très proches qui est décédé il y a quelques mois, et je me suis posé la question justement de raconter le reste de sa vie, quoi, les années ouais. 60, tout ça. Et là, ça devient... J'allais te demander justement si tu as eu envie de faire une suite quelque part, Jacques après la guerre, oui. Ouais, et ça devient plus compliqué parce que du coup, ça implique ma mère, ça implique des gens qui sont, enfin, en tout cas, des gens qui sont plus ou moins, voilà, des descendants de copains, tout ça, et des enfants de copains que je connais pas forcément d'ailleurs. Enfin, et du coup, ça devient plus compliqué. Ouais. Là, la légitimité de ça, alors après, effectivement, tu as toujours l'idée de faire un pseudo et tout ça, mais est-ce que ça a un intérêt? Donc oui, oui, bien sûr, hein, on se pose tous cette question-là, et je pense que c'est vraiment un problème dans la littérature parce qu'il y a plein de cas, justement, de familles qui se rebiffent en disant, mais pas du tout. De gens hyper connus ou pas connus. Hein, voilà, Exactement. c'est assez le... Ouais. Est-ce que tu l'as écrit aussi comme un témoignage pour tes enfants? Est-ce que c'est aussi une façon de leur raconter ce grand-père qu'ils n'ont pas connu, ou non, oui, qu'ils n'ont pas connu, hein, je crois. Je pense que c'était, ouais, alors ça c'était une façon de leur transmettre leur histoire. Ça, c'était indéniable. Et je pense qu'il y a un truc qui s'est débloqué quand ils sont nés, tu vois, où je me suis dit, bon, bah là, franchement, qu'est-ce que je vais leur raconter, quoi? Il n'y a plus personne. Ah oui. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Comment je vais leur raconter des choses qu'ils verront jamais et finalement qui vont leur paraître assez lointaines. Enfin, après, on a tous un rapport avec notre judaïté qui est différent. Et nous étant relativement laïcs par rapport à ça, c'était compliqué de leur dire. Donc voilà, je me dis, bah, bon, après, je n'ai pas de certitude qu'ils les lisent, hein, les livres, finalement, on ne sait jamais si les enfants lisent les livres de leurs parents. Mais si jamais ils sont intéressés, bon,
Voilà, si jamais un jour ils sont intéressés, bon, il y aura ça, quoi. Il y aura leur expliquer d'où ils viennent ou d'où vient leur grand-père, leurs arrière-grands-parents, tout ça. Donc, bien sûr, il y avait ça aussi. Il y avait leur Alors, vie, leur transmission. ouais. Alors, ils sont un peu jeunes encore les tiens, parce qu'ils viennent de faire leur entrée en CP dans la grande école. Mais est-ce que déjà, tu leur racontes un peu quelques bribes ou est-ce qu'ils sont vraiment trop jeunes? Parce que moi, je sais que je passe mon temps à raconter un peu l'histoire, même des anecdotes, tu vois, qui me viennent de mon père, parce que tu t'aperçois quand les tiens disparaissent que finalement, bah, l'histoire, tu la connais pas. Et Oui. tu vois, je me suis retrouvée à la mort de mon père avec tant de questions et tu te dis, mais pourquoi tu ne les poses pas de leur vivant, quoi? C'est juste incroyable. Et aujourd'hui, je recolle un peu les morceaux grâce à Facebook et aux réseaux sociaux parce que je trouve des gens qui me disent, est-ce que tu es la fille d'eux? Et je recolle un peu les histoires de mon père. Mais tu vois, c'est fou. Donc, c'est vrai que moi, je passe mon temps à raconter aux enfants des anecdotes, comment ça se passait dans l'Égypte de mon père, l'histoire de maman, l'histoire de notre famille, des Garcenovitch, etc. Et des fois, j'ai les yeux au ciel et ah, c'est bon, tu nous as déjà raconté cette histoire. Mais pour moi, c'est essentiel que les enfants partent avec ce bagage-là pour savoir d'où ils viennent. Donc, je ne sais pas si tu commences déjà à leur en parler, parce qu'ils sont avec leur grand-mère, ils sont très proches de leur grand-mère. Est-ce que donc tu parles de ce grand-père qui n'est plus là? Oui, alors je pense qu'ils ont été assez marqués par la sortie du livre, hein, du coup, parce qu'il y a eu pas mal de choses autour. Enfin, tu vois, j'ai fait quelques rencontres et tout ça. Et donc, ils en parlent beaucoup de leur grand-père. Ils disent, oui, mon grand-père, c'est Jacques l'enfant caché. Voilà, bon. Après, je sais pas s'ils comprennent bien comment il était caché, pourquoi, tout ça, mais oui, ils comprennent. Enfin, pour eux, ça y est, le grand-père existe, quoi. Jacques, il existe. Voilà, c'est Jacques l'enfant caché. J'ai fait un livre dessus. Il y a son portrait à la maison. Enfin, voilà. Donc, oui, il existe quand même. Et je pense qu'après, ils sont un peu petits pour le raconter. Ouais. On a vu un dessin animé qui est vraiment, qui s'appelle Les Grandes Vacances d'été, où effectivement, tu as une évocation de la Seconde Guerre mondiale assez subtile et assez bien faite. Donc, ils commencent à comprendre un peu. Bon, on n'est pas rentré dans les détails, ils sont trop petits. Ouais, c'est trop petit. Mais Mais est-ce que toi, on t'a raconté cette histoire? Parce que moi, je sais que chez moi, maman me disait toujours, bah, finalement, on ne parlait pas. Et c'est vrai que c'est le cas de souvent des gens qui sont revenus de la guerre, que ce soit la Shoah, les camps, etc. On ne parlait pas, on faisait en sorte bah, de faire table basse. Alors, est-ce qu'on vivait mal son judaïsme? Oui, pour une grande partie. Est-ce qu'on avait envie de passer à autre chose? Oui, certainement. Et est-ce que toi, on a parlé de l'histoire? Est-ce que toi, tu étais au courant de l'histoire de ton père, par exemple? Est-ce qu'on te l'a raconté? alors, en fait, oui, parce que moi, mon père, contrairement à beaucoup d'enfants cachés qui n'ont jamais parlé, mon père parlait beaucoup, mais c'était pas une histoire linéaire, hein. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à vouloir l'écrire. C'est-à-dire que c'était des bribes de trucs, tu Ouais. vois, et que je me souviens qu'une fois, j'en avais discuté avec quelqu'un qui m'a dit, bah, raconte-moi l'histoire, du coup. Et j'étais incapable de la mettre Ouais. en mots, c'est-à-dire j'étais incapable de dire, bah, alors en fait, voilà. Et c'est vraiment quand j'ai vraiment décidé de faire cette histoire-là que j'ai essayé de refaire une chronologie claire de ce qui s'était passé. Et ça, j'y suis arrivée parce que justement, la famille Jousselin avait, elle, fait ce travail-là aussi. Donc, je suis arrivée à D'accord. recoller les morceaux de ma mémoire de ce que m'avait raconté mon père sur l'histoire des Jousselin, voilà, sur le pasteur donc, qui avait caché mon père. Et voilà, et j'y suis arrivée. Mais oui, oui, lui, il a toujours parlé, il m'a toujours parlé de son père, il m'a toujours parlé de la famille, il a toujours raconté des trucs, en fait. Mais pas du tout ordonné. Ça, vraiment, c'était, je pense, je sais pas si Des c'était anecdotes. ouais, si c'était parce que il fallait qu'il le lâche et que c'était pas grave des conséquences, voilà, ou qu'il n'arrivait pas à l'ordonner lui-même. Mais du coup, oui, j'avais déjà beaucoup de souvenirs à lui. Après, moi, mon père, il a été après aussi dans une maison d'enfants après la guerre. Et il y avait des choses, je mélangeais un peu les deux histoires, tu vois. C'était compliqué pour moi d'ordonner par rapport à ça. Hmm. Voilà. Mais du coup, c'était compliqué d'ordonner, mais oui, il y avait quand même une parole. Voilà. Il y avait quand Ah, même mais comment tu te mets, parce que c'est pas évident de se mettre dans la peau de son papa, enfant, si jeune. Comment donc il faut visualiser son papa si jeune, donc j'imagine que c'est à partir de photos que tu as pu un peu matérialiser, parce qu'on est certes des auteurs, mais on a quand même besoin parfois de concret pour matérialiser les histoires. Comment tu as travaillé, enfin j'ai entendu dire, le personnage de ton père, et puis alors comment tu as romancé un peu cette réalité que tu avais par bribes, justement. Alors, moi, j'ai écrit beaucoup de romans avec comme focalisation des enfants, c'est-à-dire Le Rêveur Ouais. des Halles, La Dynastie des Chevaliers et L'Orphelinat.
c'est des enfants qui sont les héros, enfin, qui sont les personnages principaux. Et après, même s'ils grandissent au fil du roman, voilà, mais donc en fait, assez vite, je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'est assez facile de me mettre dans la tête d'enfant. Peut-être moins maintenant que j'en ai, mais, mais à l'époque, je sais pas, ouais, je voyais assez bien ce qu'ils pouvaient ressentir, parce que finalement, c'est des choses que, ouais, quelque part, j'aurais pu les ressentir moi, tu vois. Donc la séparation de sa mère, je sais que ça avait été extrêmement douloureux, que c'était un gamin qui était très très proche de sa mère, et que c'est pour lui, c'était une déchirure incroyable de l'avoir laissée, et puis il savait pas si elle était vivante, et ça, il me l'a Bien raconté sûr. plein de fois. Donc je pense que voilà, ça c'était assez facile de me mettre dans ce qu'il pouvait ressentir. Et du coup, bon, il y avait quelques photos, mais il y en a très peu. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai très très peu de lui à cette période-là. Et du coup, bah, oui, j'ai essayé de me dire, ouais, vraiment de reprendre tous les souvenirs, tout ce qu'elle avait pu me raconter, et d'essayer de me dire bah, comment moi j'aurais vécu ça, quoi. Donc, du coup, je me suis vraiment identifiée à lui. J'ai essayé de, tu sais, je revoyais dans l'appartement. Alors, je pense que c'était pas l'appartement. Ils vivaient dans la même résidence, enfin, dans les mêmes immeubles, mais c'était pas le même appartement. Mais moi, voilà, j'ai fait comme si c'était cet appartement-là. Donc, je revoyais l'appartement de ma grand-mère. Enfin, voilà, j'ai essayé vraiment de me replonger comme si c'était moi, quoi. Ouais, ce que j'ai fait un peu, alors moi, ce qui est réel 100%, et toi qui connaissais le magasin de mes grands-parents, tu as peut-être retrouvé, mais dans mes détails d'enfant, parce que ce magasin, je crois, j'avais 11 ans quand il a été vendu, tu vois, donc on parle d'un temps que les jeunes peuvent connaître, mais ce magasin, je l'ai gardé en mémoire, mais moulure après moulure, j'ai envie de te dire. Et donc, c'est vrai que j'avais moins envie, c'était assez ma façon aussi de rendre un peu hommage, de retrouver et ce magasin et toutes nos tantes. Il faut savoir que nos tantes venaient tous les jours ou tous les mercredis, je ne sais pas, parce que moi j'allais dans le magasin mercredi, et j'avais toutes les tantes assises en randonnion, comme ça, en train de refaire le monde, et que quand il y avait un client qui rentrait, oui, il a été presque gêné de se retrouver parmi les discussions de nos tantes. Mais moi, j'aimerais savoir, quand tu as mis un point final, alors de toute façon, nous, auteurs, on met un point final à un manuscrit, il y a une jouissance extrême, mais quand tu as mis un point final à ce témoignage, donc les suites de ton père, qu'est-ce que tu as ressenti? C'est difficile. Mais je t'avoue, même encore maintenant, c'est compliqué, hein. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai écrit ce livre qui est quand même essentiel pour moi, c'est difficile de repartir là. C'est difficile, tu vois, de réécrire. Ah oui, de repartir sur un roman, tu veux dire, de repartir sur quelque chose de plus classique. Ouais, c'est difficile. Du coup, c'est tellement difficile. Enfin, c'est tellement dur. Alors moi, j'étais fière, hein, bien sûr. Enfin, du coup, d'avoir eu la préface de Serge Klarsfeld, d'avoir réussi à mener à bien tout ça. Enfin, j'étais très contente. Après, j'étais très émue aussi. Après, du coup, là, c'est tellement. Enfin, pour moi, en ce moment, c'est tellement difficile que du coup, je suis en train de bifurquer un peu. En tout cas, je sais pas si ça va durer, si je vais revenir au roman et tout ça. Mais là, du coup, je travaille un peu sur des romans graphiques, tu vois, pour faire complètement autre chose parce que j'avais besoin de prendre un peu d'air, tellement Un peu de recul par rapport à ça. C'était la première fois que tu étais édité aux presses de la Cité, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi pourquoi cette maison? Comment ça s'est passé? En fait, mon éditrice chez Calman était une dame très âgée et elle avait, disons, pour elle, le roman historique s'arrêtait à la Première Guerre mondiale, quoi. La Seconde Guerre mondiale, c'était une époque contemporaine. Et pour elle, c'était pas de l'histoire. Donc, pour elle, je pense que c'était pas possible d'éditer un bouquin qui. Pour elle, mais quand je lui disais 1940, elle me disait non, mais 1940, c'est hier, enfin. C'est drôle. Du coup, c'était pas trop possible de faire chez Calman, en tout cas avec elle, quoi, à ce moment-là. Et du coup, j'ai rencontré une autre éditrice. Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas le faire là, quoi, voilà. Puis c'était très bien. Enfin, l'équipe a été très bien. Alors, les lecteurs verront que dans ce livre, ton père, comme beaucoup, a échappé à la rafle plus d'une fois. Il a eu de la chance, il a été malin aussi. Ces petits garçons pendant la Seconde Guerre, c'est des petits héros, quoi. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu vois, quand tu écris ton histoire et que tu vois que finalement ton père a failli ne plus exister, ne pas te donner vie finalement, qu'est-ce que ça remue en soi? Bah, je pense que ce qui a été hyper émouvant dans cette histoire, bon, bien sûr, quand il m'a raconté l'histoire où il raconte où je raconte donc qu'il a prévenu sa mère quand on est venu l'arrêter, que grâce à ça, ils n'ont pas été arrêtés. Voilà. Bon, cette histoire, je crois qu'il me l'a racontée des dizaines de fois. Moi, elle m'angoissait beaucoup parce que à chaque fois, il me disait, mais toi, t'aurais fait pareil. Je dis, ben non.
Non, moi, je pense pas. Enfin, tu vois, moi je vivais les années 80. Non, bah non, tout allait bien. Enfin, je me voyais pas du tout. Tiens, bah si, non, mais moi, j'aurais prévenu ma mère. Non, ça me paraissait délirant comme comparaison. Je pense qu'après, ce qui a été très, très émouvant dans l'écriture de ce livre, c'est la rencontre avec les fils des pasteurs, du pasteur Jousselin. Donc, le Oui. pasteur Jousselin est mort en 1980, mais j'ai rencontré ses enfants, enfin deux de ses enfants, de ses fils. Et puis j'étais en relation avec un ami très proche du pasteur et aussi des petits-enfants, enfin plusieurs petits-enfants du pasteur Jousselin. Est-ce que, je t'interromps, mais est-ce que tu sais s'il est devenu juste? Oui, oui, il était juste, ouais. Ouais, ouais, il a été nommé juste. Du coup, oui, ça a été hyper émouvant parce que, bon, c'était pas, évidemment, c'était que leurs enfants, j'ose dire que leurs enfants, pardon, mais quelque part, il y avait, enfin, nos familles, enfin, j'avais l'impression qu'on était presque des cousins, ou tu vois, enfin, leur père avait sauvé la vie de mon père, mais du coup, ils avaient aussi sauvé la mienne, et puis ils avaient permis à mes enfants Mm, d'exister, quoi. C'était très, très fort comme sentiment. mm. Et d'ailleurs, ça reste très fort. Il y a un des fils du pasteur, Jean-François, Jeff, dont je suis assez proche, enfin, que j'aime beaucoup, et c'est vrai que après, on a des relations qui sont particulières, hein. C'est difficile, tu vois, on n'est pas, Mm. voilà, mais Mais oui, mais je vois maman et sa sœur qui ont été cachées pendant la guerre par une famille dans les Alpes, jusqu'à la mort de ces femmes. Ben, chaque année, il y avait les cartes de vœux, il y avait de temps en temps un petit coup de... Donc voilà, enfin, comment ne pas rendre hommage à des gens qui t'ont sauvé la vie? Je veux dire, oui. c'est complètement inestimable et je trouve que c'est formidable que tu aies fait le travail d'aller voir justement de l'autre côté la descendance de ce pasteur. Il est mort quand, ce pasteur? Il est mort en 1980. Il est mort en 1980. Après, oui, je pense que quelque part, il y avait aussi le fait de faire le travail que mon père n'avait pas fait. C'est-à-dire, lui, il n'avait pas eu envie de les retrouver parce que je pense qu'il avait tellement souffert que pour lui, c'était se replonger dans cette histoire-là. Et pour moi, ça a été aussi très bizarre, ça, parce que les enfants du pasteur, enfin, il y en avait un que j'ai rencontré qui était au château de Capy en même temps que mon père, qui était Oui. un peu plus grand que lui, un peu plus âgé que lui. Et lui, il me dit, mais moi, j'ai vécu mais les 2 années les meilleures de ma vie. On était complètement libre, on faisait du sport toute la journée, c'était génial et tout. Et il me dit, mais la plupart des gamins, ils étaient heureux et tout ça. Et je me dis, mais c'est pas du tout ce que m'a raconté mon père, Ah quoi. oui, Ouais, c'est et intéressant. là, c'était très bizarre parce que je me dis, ouais, en fait, lui, la seule chose qu'il voulait, c'était retrouver sa mère, Mais ce quoi. que j'allais te dire, la différence avec eux, c'est que lui, sa maman, il ne savait pas où elle était, si elle était encore de ce monde. Et c'est une angoisse quotidienne. C'est ce que je fais vivre aussi à Max, aussi, quand Max part, personne ne sait s'il va revenir un jour. Et finalement, il revient. Mais on ne se rend pas compte aujourd'hui, on se lamente un petit peu de tout, de ce qu'ont Ouais, vécu, les parents. Alors, moi j'ai une problématique plus compliquée parce que moi, j'ai une histoire multiple, puisque c'est cette histoire de juifs d'Europe de l'Est que nous avons en commun. Et puis, j'ai l'histoire de mon père avec l'Égypte, la fuite des Juifs d'Égypte en 1956, l'arrivée en France. Voilà, donc on porte en nous quand même des choses extrêmement lourdes. Alors, on te dit que chaque famille porte effectivement une histoire familiale compliquée, mais je pense quand même qu'on en porte. Est-ce que toi, tu penses que ça a changé de plein de choses, enfin en tout cas que ça a donné une tournure à ta vie, et que ça continue aujourd'hui, que tu portes encore aujourd'hui cette histoire? Moi, je pense, hein, enfin, de façon indéniable, je la porte, voilà, je la porte et je la porterai toujours. Et puis, Mm. voilà, c'est super important de témoigner, c'est super important de raconter. Après, je pense que les choses ont un petit peu évolué dans ma façon de voir les choses et que pour moi, enfin, l'histoire est très importante, l'histoire de la famille, l'histoire des Juifs, de la Shoah, tout ça. Enfin, ça, bien sûr, comment ne pas témoigner et continuer de témoigner. Et bien sûr, on le porte tous. Enfin, mais j'arrive depuis quelques années à me dire qu'on peut aussi avoir un judaïsme un peu gai, un peu joyeux, et que ça, je l'ai découvert petit à petit en allant en Israël, alors que j'avais jamais été de ma vie. Enfin voilà, j'ai été en 2012 la première fois. Voilà, et en se rendant compte aussi enfin, que c'est un peuple qui vit, enfin, tu vois, qui peut vivre de la joie, qui peut, voilà, et ça, ouais, du coup, j'arrive à voir un petit peu, me dire que c'est pas mortifère, quoi, et ça, c'est quelque chose que je regrette beaucoup, que mon père a pas du tout vu, a pas du tout découvert, n'a jamais été là-bas, et pour lui, je pense qu'il est resté juif de la Shoah tout le temps, il est resté enfant caché toute sa vie, et ça, c'est quelque chose que je regrette beaucoup de pas avoir réussi à lui faire découvrir, en fait. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'avais rencontré un ancien déporté
Et à l'époque, il devait avoir déjà plus de 80 ans. Et j'avais trouvé chez ce monsieur un optimisme et une joie de vivre incroyable, alors qu'il avait perdu nombre des membres de sa famille. Le matin, il arrive au petit déjeuner, c'est lui qui mettait l'ambiance. Et un jour, j'ai parlé avec lui, il m'a dit, finalement, qu'est-ce que je pouvais faire? Soit je portais le malheur en moi, soit j'avais décidé que la vie était plus importante que tout et que j'avais eu la chance, ou la malchance, ça c'est un autre débat, les rescapés qui culpabilisent d'être rescapés justement, mais lui il avait décidé que la vie était plus forte que tout et donc il avait ce côté très optimiste, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que dans la plupart de ces familles, tellement sont partis. D'ailleurs, nous, j'ai appris mon histoire à peu près en même temps que toi, quand j'ai commencé à écrire l'histoire de Max, c'est que finalement, chez nous, peu sont partis, et la plupart ont été cachés et ont réussi à se contourner les affres de la guerre. Mais tu sais, alors moi, j'ai fait la chose inverse de toi, puisque moi, le premier livre que j'ai voulu écrire, c'était sur notre histoire, sur notre famille, sur l'histoire des Garcenovitch, justement. Et je voulais l'écrire, ça a commencé dans un cabinet de psy, et c'était un personnage principal, donc c'était moi ou pas moi, qu'importe, qui portait tellement de choses qu'elle avait besoin d'aller à la rencontre de sa famille. Et donc, je partais, et plus j'avançais dans l'histoire de notre famille, plus tu t'apercevais quand même de ce qu'ont vécu nos familles, parce qu'en dehors de la Shoah, ce sont des vies bouleversées. Quand tu penses quand même que notre famille, qui la plupart sont en Allemagne, pas tous, la plupart sont en Allemagne, ont fui l'Allemagne pour se réfugier en France en pensant qu'ils étaient à l'abri, et que quelques années après, ils se retrouvent face à l'occupant nazi. Ils avaient fui avant la Pologne, pardon, ils avaient fui la Pologne pour éviter les pogroms polonais et arriver dans un pays éduqué qui était l'Allemagne à l'époque. C'est dingue, tu t'aperçois quand même qu'en une génération, ils ont échappé, ils ont vécu dans 3 pays pour échapper à la mort. Et que quand tu regardes nos histoires à nous, on a des histoires, quand on dit que le juif est d'ici et d'ailleurs, oui, le juif est un juif errant, mais parce que malheureusement, c'est compliqué d'y poser ses valises plus de quelques générations. Et puis regarde, vous êtes plusieurs, enfin, vous êtes 2 à être partis aux États-Unis, enfin voilà, Ouais, voilà. ouais, Donc je me dis, ouais, c'est pas fini, hein, ouais. voilà. Donc finalement, on se pose la question, enfin moi je me pose la question des fois, mais après, bon, moi je trouve qu'on est bien ici, donc voilà, pour l'instant, hein. Voilà, on est pas mal à Paris, on est pas mal en France, mais du coup, oui, bien sûr, cette question-là, elle est hyper importante. Après, moi, j'ai lu pas mal de témoignages aussi d'enfants, quoi, de seconde génération ou de troisième génération, et on ressent tous un peu la même chose, je pense, hein. On est tous sur nos gardes, on fait tous attention, voilà, on est tous. Après, on est tous aussi, je pense aussi tournés vers les autres. On a beaucoup d'empathie. Enfin voilà, on éprouve tous, enfin, je pense, les conséquences de tout ça, quoi. C'est un peu ce que dit Persfeld. Les nazis, ils n'ont pas tué qu'une génération, en fait. Ils ont bouleversé jusqu'à 2, 3 L'ordre des générations, choses. voire 4. Voilà. Donc, Après, c'est c'est intéressant ce que tu dis sur l'empathie, parce que c'est vrai quand tu regardes les grands mouvements sociaux un peu partout dans le monde, il y a souvent eu des juifs derrière, parce qu'effectivement, comme tu dis, ce qu'on a vécu, que ce soit avec les réfugiés régulièrement, que ce soit ici avec les mouvements noirs, enfin voilà, il y a toujours eu des intellectuels juifs qui ont voulu aider les autres à sortir de leurs conditions et, et de leur minorité, minorité qui avait besoin d'être reconnue. Alors ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais. et puis vraiment les conséquences de ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire, vraiment, on est plusieurs générations. Enfin, je pense que plusieurs générations sont impactées par ça, quoi. Après, quand ça s'arrête, est-ce que ça s'arrête à la troisième ou la quatrième génération? Moi, je vois, j'ai envie de transmettre notre histoire à mes enfants, mais j'ai pas envie de les culpabiliser, j'ai pas envie de les embrasser, et Non, non, non. j'ai vraiment envie de leur dire, mais ça peut être joyeux aussi, hein. Enfin, voilà, tu vois. Oui, oui. Je me vois pas en train de dire, oh, arrête de pleurnicher, hein, ton grand-père, il était dans les camps. Non, ça fait vraiment. Ouais. Mais voilà, Mais de leur dire, ça peut être joyeux. c'est vrai que ça remet aussi un peu du plomb dans la tête. Je trouve qu'effectivement, c'est vrai qu'on traverse actuellement une période un peu anxiogène avec cette espèce de Covid qui nous est tombée aussi dans le monde entier. Mais quand tu relativises et tu te dis, bon, je vis juste un peu différemment, il y a des choses un peu compliquées, mais voilà, moi, j'essaie, tu vois, de repenser, parce que c'est pas si loin, c'est l'histoire de nos grands-parents, c'est l'histoire de nos parents, de ce qu'eux ont vécu pendant des années en mangeant ce qu'ils pouvaient, dans la peur au ventre et dans des conditions de survie incroyables. Tu te dis que, voilà, je trouve que ça relativise un peu
ce qu'on traverse, qui n'est pas marrant, qui n'est pas rigolo, mais qui finalement, si tu le prends de façon moins dramatique, tout à fait vivable, quoi. Oui, non, c'est sûr, hein. Enfin, tu vois, quand il y a le... Moi, j'entendais les gens avec le couvre-feu, je me disais, ouais, enfin, on risque pas notre vie, nous. Enfin, tu vois, si on brave le couvre-feu, on risque pas notre vie, hein. Enfin, tu vois, il faut un peu remettre les choses à l'heure. Voilà, donc c'est vrai, on risque 135 € d'amende, mais c'est pas ta vie, quoi, hein. Donc voilà, je pense que les gens se rendaient... Enfin, il y a des gens qui se rendaient pas compte aussi. Bon, ça, c'était pas drôle pour autant, hein, mais voilà. Et c'est pour ça que c'est extrêmement choquant de voir dans les manifestations des étoiles jaunes et des types qui te disent on va nous mettre dans des ghettos, on va nous mettre dans des camps. Je veux dire, voilà, et ça, c'est indécent. Et c'est indécent, et je crois qu'il faut plus que jamais rappeler l'histoire pour dire on ne peut pas tout dire et dire n'importe quoi, et qu'il y a 10 millions de morts qui sont partis en fumée entre les juifs, les tziganes, les malades mentaux et tous ceux qu'on a éliminés de cette terre, quoi. Donc, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Et donc, voilà, ton livre est important, même s'il ne parle pas de la Shoah, mais il parle de cette existence juive pendant la guerre et de cet enfant, et que personne n'aurait aimé être Jacques, quoi. Et d'avoir été séparé, enfin, d'avoir perdu son père d'abord, et d'avoir été séparé de sa maman pendant de si longues années sans savoir si à la fin elle était en vie, quoi. Donc, voilà, c'est un livre que je vous invite à découvrir. Il est sorti il y a quoi, il y a un an, Emmanuel, peut-être? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, tout début 2020, juste avant le premier confinement. Voilà. Donc, voilà, vous avez tout le temps de lire. De toute façon, il faut lire. C'est la meilleure des thérapies. En ce moment, il n'y a rien de mieux que de s'échapper comme ça. Moi, je termine toujours par le petit questionnaire de Proust. Donc, on va essayer de le faire ensemble. Je n'ai pas répondu aux questions avant, hein, mais bon. Donc, j'ai peut-être quand même un petit avantage sur toi, mais ce n'est pas grave. Ton livre du moment, tu lis quoi en ce moment? Je lis pas mal de romans graphiques. Je lis un bouquin justement sur les Klarsfeld. Alors, je ne saurais même pas te dire petite, mais un roman graphique sur la vie des Klarsfeld. Intéressant. Alors moi j'ai lu pour une chronique que je vais faire pour un magazine en ligne qui s'appelle Femme Expat. Donc, je vais m'occuper de la chronique littéraire chaque mois. Et donc, je lis des choses qui sont un peu liées à tout ce qui est expatriation. Et j'ai lu Retour au DPI de Dominique Falkner aux éditions La Trace, une jolie petite maison. Et je dois dire, tu vois, je me suis dit, tiens, le sujet est intéressant, et je l'ai dévoré en 2 heures. C'est vraiment bien foutu, bien écrit. Alors, pour les expats comme nous, ça nous fait nous poser quelques questions. Les expats et les quinquas. Tu vois ce que je veux dire. Donc, ça appelle plusieurs. Alors, quels sont tes, allez, peut-être 1, 2, 3 auteurs fétiches, les auteurs dont tu as quasiment tout lu? Difficile, hein? Alors, moi, j'aime beaucoup Robert Merle, qui n'est plus du tout à l'ordre du jour et qui n'est pas du tout moderne, mais j'ai toujours adoré Robert Merle, et je pense que je l'ai lu ado, et ça m'a beaucoup influencé dans ma façon d'écrire, je pense, de raconter des histoires et tout ça. J'ai toujours adoré la façon des personnages. J'adore. Alors, il y a un de mes bouquins de chevet qui est Moss de Art Spiegelman. J'adore ce roman graphique qui est magnifique. Donc voilà, je pense que ça fait quand même partie de mes auteurs fétiches. Après, pour le troisième, dans les contemporains, j'aime beaucoup. Qui est-ce que j'aime beaucoup? Alors, je sais pas. Bon, sinon, il y a Camus que j'aime beaucoup, mais bon, voilà. C'est important. L'air de rien. On n'est pas obligé de lire les vivants, que les vivants. J'aime beaucoup Delphine de Vigan aussi. Ouais, j'aime bien Delphine de Vigan. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, j'ai pas encore lu le dernier, j'ai honte. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le bouquin qu'elle avait fait sur sa mère aussi, et qui m'avait assez conforté dans la possibilité justement d'écrire sur la famille. Oui. Alors, moi, Romain Gary, un auteur, je n'aime pas tout dans Romain Gary, mais ce que j'aime, je l'adore. Et bien évidemment, La promesse de l'aube, qui est le plus beau livre dédié à une maman, enfin mieux, tu sais, moi j'ai beaucoup de copains qui parlent d'Albert Cohen comme étant l'auteur qui a le mieux décrit ses relations avec sa mère. Moi, tu vois, je suis plutôt sur Romain Gary. Jean-Paul Dubois, que j'ai découvert un peu par hasard, il y a 2 ou 3 ans. Un ami commun était fou de Jean-Paul Dubois, donc je me suis dit, il faut quand même que je vois ce qu'il y a dedans, et j'ai accroché tout de suite, et je crois que j'ai quasiment tout lu. Ce que j'ai pas lu, c'est dans la bibliothèque, j'ai quasiment tout de Jean-Paul Dubois. Et ce qui est drôle, c'est que Jean-Paul Dubois m'a influencé dans l'écriture du dernier roman, qui est différent des autres. Donc, tu vois, stage au seuil au moment de la sortie de Kennedy et moi. Ah, bah, tu vois, je suis là, et dans la bibliothèque, il m'attend avec 2 ou 3 autres. Et puis, il y a Yasmina Khadra, pareil. Je n'aime pas tout de la même façon, mais de toute façon, j'aime la littérature orientale, la littérature arabe. Et Ce que le jour doit à la nuit, c'est un de mes romans, c'est des romans que j'offre le plus.
Alors, une ville qui est chère à ton cœur, en France ou à l'étranger, est-ce qu'il y a une ville, bah, voilà, je vais te dire, voilà, demain tu quittes la région parisienne, tu vas où? Ah oui, parce que j'allais dire Paris, mais bon, du coup, c'est pipé, là. Non, mais tu as le droit d'aimer Paris, c'est une ville Ouais, magnifique. j'adore Paris, mais du coup, alors après, j'ai adoré San Francisco, j'aime beaucoup New York aussi, j'aime bah, alors Los Angeles aussi. Moi, j'aime bien les grandes capitales, j'ai beaucoup aimé Tel Aviv aussi, que je connais assez mal hein, quand même, mais j'ai beaucoup aimé Jérusalem aussi, parce que c'est une histoire, c'est une ville pleine Ouais, d'histoire. ouais. Mais j'aime beaucoup les capitales. J'ai été à Berlin, où je me suis dit, oh non, mais Berlin, bon. Puis en fait, j'ai adoré Berlin Oui, aussi. Paris, c'est très intéressant. Ouais. Voilà. Donc oui, c'est un peu difficile. Après, si je devais déménager là demain, bah, je sais pas, peut-être New York parce que j'ai de la famille, tu vois. Oui, alors moi, tu vois, je suis partie sur d'autres choses. Moi, tu vois, je suis dans les villes plus calmes, peut-être parce qu'effectivement, après 30 ans à Paris, 10 à New York, etc., l'envie de quotidien apaisé. Moi, tu vois, j'aurais posé mes valises à Cassis ou Aix-en-Provence, dans le sud. D'accord. Tu vois, moi, Oui, c'est bien aussi, hein, ou voilà, ou à Trouville, qui est une petite ville qui est chère à mon cœur depuis une quarantaine d'années, où j'ai mes repères. Tu sais, des endroits comme ça, tu reviens, tu te sens chez toi. Et, ouais, beaucoup ouais. Et peut-être aussi parce que la France me manque. Ça fait quand même 2 ans que je n'ai pas mis les pieds en France et ça me manque énormément. Et donc voilà, donc j'ai des envies des envies de sud de la France, de l'Avent, de vieilles pierres, parce que ça, tu sais, les vieilles pierres ici, on les cherche, de ouais. vieilles pierres, de marchés provençaux. Donc ouais, j'ai envie de tout ça, moi. Un lieu chez toi, à côté de chez toi, qui est ton petit refuge, quand tu as envie d'échapper aux jumeaux ou, Euh, ou tu as besoin d'écrire un peu en calme. Est-ce qu'il y a un endroit qui est le Non, mais tien? alors, bon, après, quand j'écris des romans, j'ai vraiment besoin de calme, mais sinon, j'écris, enfin, le reste, j'ai de la chance, j'arrive à écrire un peu partout. Mais j'écris beaucoup dans mon salon quand même, mais j'ai pas de bureau. Enfin, j'ai un bureau dans mon salon. Sinon, écoute, non, bah alors, du coup, avec le Covid, on a un peu resserré les liens de genre là où tu habites, tu sais, enfin, genre la ville, enfin, voilà, d'un seul coup, la grande ville, Paris, à côté de chez moi, j'y vais plus trop. Mais du coup, moi j'habite donc Montrouge et c'est vrai que c'est devenu un peu, enfin il y a deux, trois cafés qui sont un peu mes QG, notamment un café juste à côté de la mairie où je retrouve beaucoup des copines maman de jumeaux, des copines des fédérations de parents d'élèves, enfin tu vois, qui est un peu, voilà, enfin, qui est un peu... Les petits cafés français qui manquent, hein, parce que c'est pas chez Starbucks que je vais retrouver cette Voilà. espèce de lien. Et, voilà. Et moi, ben moi, tu vois, c'est les promenades, quoi. C'est quelques quartiers qui sont des quartiers un peu plus authentiques, un peu plus anciens, que ça soit East Village, Greenwich, où tu as des rues avec quelques pavés, tu as des maisons où tu regardes un peu derrière, parce que tu as des grilles et tu vois C'est qu'il y a un magnifique. jardin derrière. Voilà. C'est ce genre d'endroit où, quand j'ai besoin de m'échapper, je marche comme ça pendant des heures dans ces rues et je me perds. Franchement, se perdre, c'est ce qu'il y a de plus magique quand tu es dans une ville. Et comme toi, j'aime les villes. Moi, quand je vais en vacances, il faut qu'il y ait même un petit coup de volant et je me retrouve dans une ville. J'aime découvrir les villes, les gens qui y vivent et comment ils y vivent. Et moi, mon plus grand plaisir le matin, c'est de prendre le petit déjeuner au café du coin et d'entendre tous les locaux à 7h30 du matin. Ça, c'est mon Oui, et puis plaisir. c'est là aussi où on trouve beaucoup d'inspiration hein, en écoutant les autres. Ouais. Alors, un métier que tu voulais faire petite, c'était quoi? Écoute, alors pour mon père, mon père m'avait dit tu seras médecin, tu seras médecin. Bon, finalement non, hein, enfin, j'ai même pas essayé. Mais moi, j'aurais bien aimé être chanteuse ou chanteur dans un rock, dans un groupe de rock. Hein. J'aurais adoré, je crois. Ah, c'est Mais génial. C'est intéressant. Tu vois, j'apprends des choses aujourd'hui. en même temps, je ne chante pas très très bien et je ne fais pas de musique, donc c'était un peu raté quoi. Mais ouais, ça aurait été un peu un fantasme, tu vois. C'est Voilà. pas grave, c'est un rêve d'enfant. Hein. Voilà. Alors, ouais. Alors, moi, tu vois, depuis l'âge de 8 ans, alors j'ai eu ma période médecin quand même, à peu près entre Ouais, 6 et 8 ans. Et à oui, partir du temps, je voulais être journaliste. Donc, j'ai failli y arriver complètement. Bon, il y a eu des petites pierres sur le pavé, mais en tout cas, voilà, moi, je voulais être journaliste oui, oui. Alors journaliste, depuis. c'est vrai que moi aussi, c'est un métier bon, que j'exerce moins, mais que j'ai adoré exercer. Et c'est vrai que c'est un métier magique, hein, le journaliste. Hein. Enfin, quand tu le fais bien, enfin, voilà. Voilà mais... Oui, 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 parce que tu as raison de le dire qu'aujourd'hui, la plupart des journalistes, malheureusement, on ne leur demande pas d'investiguer. Je ne sais pas si c'est le mot est français, mais en tout cas, on ne demande pas d'investiguer. Souvent, le travail des journalistes, c'est de prendre des dépêches et de les reporter. Moi, j'avais vu ça quand j'ai lancé un événement ici. On avait lancé 1 million de pétales d'euros sur la Statue de la Liberté. Et là, ouais, je me souviens. Et tu sais que tout le monde a repris notre communiqué.
il y a un seul journal qui nous a dit, mais comment je sais, moi, qu'il y a 1 million de pétales de roses? Et je me suis dit, celui-là, c'est un journaliste. Mais c'est vrai, tu vois. Et moi, pour avoir parlé avec beaucoup de correspondants, parce que je suis très proche des correspondants français ici, la plupart te disent, mais moi, j'aimerais trouver des personnalités, raconter un peu des vies incroyables ici, mais c'est pas ce qu'on me demande. On me demande finalement de raconter ce qui se passe à la Maison-Blanche Ouais. et de relayer finalement l'actualité américaine. Donc, c'est vrai que ce journalisme-là, Oui, il est un peu mort. Et la presse écrite est en train de mourir et c'est très triste parce que voilà, enfin, apporter un regard sur l'actualité, c'est vraiment ce que devrait pouvoir faire un journaliste, quoi. La plupart du temps, tu es obligé de faire ce qu'on appelle du desk parce qu'il n'y a plus de crédit pour aller sur place, parce que c'est tu ça. voilà, interviews les gens au téléphone. Enfin, ouais, c'est très très dur, hein. C'est vraiment un métier qui est en train de se transformer et c'est vraiment dommage, quoi. Moi, je parlais avec un ami qui avait été journaliste sportif et il me racontait il y a 20 ans qu'il faisait le tour du monde. Aujourd'hui, effectivement, non, il est derrière un bureau. Et alors, je comprends que les crédits ne soient pas là, mais bon, voilà, peut-être qu'il faut des généreux donateurs pour aider la presse Ah oui, puis à, c'est pas, à être t'as ce pas le qu'elle même est. article, hein. Quand tu vas sur place et quand tu fais ça de ton bureau, tu n'as pas le même article. Une fois que tu as rencontré les gens, tu ne vois pas les choses de la même façon. Donc, ouais, non, c'est vraiment dommage, quoi. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que quand je lis des livres d'auteurs qui se plongent dans un New York qu'ils ne connaissent pas, tu te sens. Hum. Et je sais pas, enfin, c'est partout c'est comme ça. Et je pense que quand tu écris, tu as besoin de sentir les choses, les gens, les choses, les rues, les atmosphères, les odeurs. Et c'est pour ça, dans mon prochain roman, si un jour j'arrive à le finir quand même, j'ai tout mis sur un décor new-yorkais parce que voilà, j'avais envie de témoigner de ce qu'était New York. Quand tu marches dans les rues, c'est aussi des odeurs, c'est aussi des atmosphères, c'est aussi plein de choses. Et j'avais envie de parler de ça en fond, quoi. Donc voilà, écoute, je vous ferai part de ce prochain roman, j'espère, dans quelques mois. Il faut que je m'y mette. Il est fini, hein, je suis en phase de relecture. Un projet de vie. Question à tiroir. Dans un projet de vie, qu'est-ce que tu aimerais faire là maintenant? Est-ce que tout va bien? Tu continues comme ça? Tu es heureuse dans tout ce que tu fais? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te trotte dans la tête un jour? Je sais pas, Bah, ouvrir une librairie, aller vendre, je ne sais pas, des collections de vêtements pour enfants sur une plage. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aurais au coin de la tête? non, non, je sais pas, il y a des moments où j'ai des velléités. Enfin, je pense qu'on a tous eu pendant le confinement, hein, de se dire on va partir en province, on va acheter Mm. une maison, on va avoir Mm. un espace, un jardin, tout ça. Mais en fait, moi, je suis assez bien Mm. là où je suis et il y a quand même un réseau amical autour de moi et tout ça. Et du coup, je me sens pas trop. Je pense que j'ai plus envie d'avoir peut-être plus de possibilités de voyager, d'emmener les enfants, de leur faire découvrir plus voilà, que les choses se remettent en route et de pouvoir voyager un peu et de retourner là où, dans les endroits que j'ai adoré et de les faire découvrir aux enfants que de bouger vraiment. Et après, bah, professionnellement, peut-être vraiment plus me diversifier avec les romans graphiques et Mm. peut-être ouais, enfin, que le statut d'auteur soit plus reconnu et nous permette, un peu comme des Ouais. intermittents du spectacle, de pouvoir en vivre mieux, quoi, parce que c'est pas facile, quoi, voilà, Non, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Il y a très, très peu d'auteurs et c'est pour ça que je le disais en préambule. Toi, tu vis de ta plume. C'est extrêmement rare. Je veux dire, même des auteurs à succès continuent d'être enseignants, voilà, ça ne suffit pas à payer les factures. Et c'est comme si être auteur n'était pas un métier, finalement, était un passe-temps, Ah, qu'on alors, considérait comme ça. il y a pas mal de gens là qui sont en train de travailler là-dessus et j'espère que ça Mm. aboutira parce que voilà, ce serait quand même. Sinon, là aussi, je pense que c'est un peu comme le journalisme, ça risque de disparaître un peu, hein, ça risque d'être assez compliqué, quoi. Alors moi, écoute, j'aimerais continuer de poursuivre en compte des auteurs francophones, alors qui pour l'instant est complètement bénévole, sans aucune aide, sans aucun soutien et qui me coûte de l'argent et énormément de temps. Mais c'est un projet tellement formidable. Je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même 175 auteurs de 23 pays du monde. Cette émission qu'on fait toutes les semaines, le blog des auteurs, où je t'invite d'ailleurs si tu as envie de prendre la plume. Et puis voilà, les événements, on va faire un très gros événement en novembre au National Arts Club, qui est le plus ancien club d'art et de culture new-yorkais. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, c'est génial. Donc ben voilà, comme toi, moi aussi, je lance un peu une bouteille à la mer. Soutenez nos auteurs et soutenez la visibilité des auteurs francophones aux États-Unis. Donc voilà. Et puis un projet vie, je ne sais pas. Moi, je suis un petit pigeon voyageur. Combien de temps je resterai ici? Je ne sais pas. La France me manque, mais bon, d'un autre côté, mes enfants sont là, donc voilà. Tout est extrêmement compliqué. On va terminer peut-être avec on va parler beaucoup de nos enfants. D'abord, on a parlé de Jacques, de l'enfant caché, et puis je vais remontrer le livre
voilà, alors, on va parler de Jacques, on va parler de nos propres enfants. Un message au tien, ce serait quoi? Un message de vie, un message que tu as envie de leur faire passer? N'ayez pas peur, soyez vous-même. Voilà, les autres sont déjà pris. C'est sympa ça, j'aime bien. Ouais, vraiment essayer de choisir sa vie sans peur, quoi. Voilà, essayer d'être vous-même et voilà, le plus possible. En tout cas, essayer de vous écouter dans la mesure du possible, le plus possible, quoi. Voilà. Moi, j'irai un peu dans ton sens, de poursuivre ses rêves. C'est ce qu'on apprend un peu ici aux États-Unis. On apprend aux enfants le fait que le monde leur appartient, qu'il est entre les mains, donc qu'il faut rêver parce qu'on peut y arriver. Donc voilà. Et puis moi, surtout, fais ce que tu aimes. Ne Ah fais oui. pas ce que maman et papa pensent que c'est mieux pour toi et pour ton avenir et pour gagner ta vie. Fais ce que tu aimes, même si tu gagnes moins d'argent, même si la vie est plus compliquée. Se lever le matin en se disant waouh, je suis derrière mon bureau et je m'éclate dans ce que je fais, je pense que c'est essentiel. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ça, c'est vrai. Franchement, on ne peut pas vivre toute sa vie en faisant un job qu'on déteste parce qu'on est bien payé. C'est trop dur, quoi. Enfin, si on le peut, hein, ce n'est pas toujours à la portée. Oui, bien sûr. Parfois, il faut payer les factures, mais en tout cas, voilà, il faut tenter de le faire, on va dire. Oui, le plus possible, ouais, exactement. Alors, merci Emmanuel d'avoir été là, notre petite conversation, Bien, ça, clairement. conversation de salon qu'on a partagée avec vous finalement sur notre histoire commune. On se retrouve la semaine prochaine avec une artiste visuelle, puisque c'est une artiste d'art plastique qui a sorti un très bel album où elle a fait des textes également, donc on parlera de ça. C'est Véro Dalla. Véro Dalla qui vient du milieu du vin en France et qui est aux États-Unis, à New York depuis plus de 10 ans. Elle nous racontera son parcours et ces petits personnages qui sont importants pour elle, voilà, ces petits Lulu. Et puis, je vous annonce une première, donc le 14 septembre, c'est la première du Café littéraire francophone. Donc, sur Zoom, ce sont les lecteurs, ce sont les auteurs. On va se retrouver donc à 2h heure de New York, pardon, et 8h heure de France. Et puis, on va partager nos coups de cœur littéraires. Donc, rejoignez-nous, ne soyez pas timides. C'est vraiment une conversation de salon. C'est un book club, mais voilà, je ne voulais pas faire un book club avec un livre précis. Je voulais vraiment que chacun arrive avec ses coups de cœur, les partage, rebondisse et qu'on passe 1 heure ensemble tous les mois dans ce café littéraire francophone. Vous trouverez le lien sur le site et puis le petit lien pour vous inscrire sur Eventbrite. C'est gratuit, bien évidemment, tout est gratuit. J'y rencontre des auteurs francophones et je vous attends avec plaisir. Donc, le 14 septembre à 2h et à 8h, heure de France. Merci Emmanuel. À bientôt pour le prochain livre. Et puis, donc, je rappelle donc, tes livres, donc une grande partie chez Calman Levy. Il y en a un peu partout. Il faut aller sur ton site, hein, Voilà. emmanuelfriedman.fr. Et puis, on va .com. Et puis, on découvrira tout ce que tu as publié. Et il y a matière à. Et puis, donc, ce dernier roman qui est important pour Emmanuel et qui est important pour nous tous, c'est pour la mémoire. Merci Emmanuel, bonne soirée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.